Salut, aujourd'hui on va traiter ensemble la première partie du chapitre la gestion financière qui parle des deux activités d'investissement et d'exploitation de l'entreprise. Dans chaque activité, on va étudier ensemble les besoins et les ressources de financement. Vous avez abordé le chapitre par le traitement du cycle d'investissement. Et principalement, vous avez vu trois choses. Les sources de financement, par la suite, le choix d'investissement et par la suite, le choix du mode de financement. Donc, on va commencer notre séance par les sources de financement de l'activité d'investissement. Donc, grand 1, les sources de financement de l'activité d'investissement. Les sources de financement sont subdivisées en deux grands groupes. Donc, des sources internes et des sources externes. Les sources internes, on parle de l'autofinancement, on parle de prix de cession d'une ancienne immobilisation et on parle aussi de la valeur acquise d'un placement. Alors que pour les sources externes, vous avez étudié les crédits, qu'ils soient bancaires ou obligataires, crédit bail, et vous avez étudié l'augmentation de capital. Donc, 5 éléments, on va essayer, dans ce qui suit, d'étudier élément par élément. Et on va commencer par l'autofinancement. Mais avant d'expliquer c'est quoi l'autofinancement, on va essayer de prendre ensemble l'exemple suivant. Soit une entreprise qui a encaissé au cours d'un exercice N la somme de 5 millions de dinars. Et elle a décaissé au cours de ce même exercice la somme de 3 millions de dinars. La question qui se pose, c'est où sont les 2 millions de dinars? La réponse, normalement, les 2 millions de dinars sont dans l'entreprise, restent dans l'entreprise. Cette somme est appelée tout simplement la CAF. Donc la CAF, c'est la différence entre les encaissements et les décaissements au cours d'un exercice quelconque. Mais nous savons déjà que à la fin de chaque exercice, l'entreprise distribue aux associés une somme appelée dividende. On va supposer, dans notre exemple, que l'entreprise a distribué 800 000. Donc, qu'est-ce qu'il reste dans l'entreprise? Est-ce qu'il reste les 2 millions de dinars? Non, pas du tout. Il reste 1 200 000 dinars. Cette somme est appelée autofinancement. Pourquoi elle est appelée autofinancement? Parce que tout simplement, cette somme, elle permet de financer les activités de l'entreprise. Elle va être utilisée pour financer les activités de l'entreprise. Donc, la CAF est une somme qui permet ou un excédent qui permet de rémunérer les associés, donc donner des dividendes, et garder une partie appelée autofinancement qui permet de financer les activités de l'entreprise. C'est simple. Donc, si on veut faire une définition ou la synthèse, la capacité d'autofinancement CAF, c'est l'excédent des recettes sur les dépenses qui permettent de rémunérer les associés et financer les opérations d'investissement de l'entreprise. La CAF comprend deux formules. La première formule, normalement, c'est les produits encaissables moins charges décaissables.
Mais aussi, vous avez vu, deuxième formule qui dépend du résultat. La CAF, c'est résultat net plus les charges non décaissables moins les produits non encaissables. La question qui se pose, c'est quoi les charges non décaissables et c'est quoi les produits non encaissables? Tout simplement, les charges non décaissables, ce sont des charges qui ne donnent pas lieu à un décaissement ni immédiat ni futur, comme les charges nettes sur cession et comme la dotation aux amortissements. Donc, faites attention, la dotation aux amortissements, l'amortissement est une charge. Et les produits non encaissables sont les produits qui ne donnent pas lieu à un encaissement ni immédiat ni futur, comme les produits nets sur cession et comme la reprise sur amortissement. Donc, l'autofinancement maintenant, c'est la partie restante de la CAF après avoir rémunéré les associés qui permet de financer l'activité de l'entreprise. Donc, c'est ce qu'il faut retenir au niveau de l'autofinancement, la première source de financement du cycle d'investissement. Maintenant, voilà donc la formule, autofinancement c'est égal CAF moins dividende. Maintenant, on va essayer de traiter la deuxième source qui est le prix de cession d'une ancienne immobilisation. Mais souvent, les élèves font la confusion entre la valeur d'origine d'une immobilisation et la valeur comptable nette. Tout simplement, je vous dis que la valeur d'origine, c'est la valeur initiale, c'est la valeur à la date d'acquisition, c'est le coût d'acquisition. C'est-à-dire, lorsque vous avez acheté, vous avez acquis une immobilisation, donc vous avez une facture, donc vous pouvez calculer son coût, le coût d'acquisition. Et normalement, c'est le coût d'achat. Donc, coût d'acquisition V0, c'est prix d'acquisition net, s'il existe des remises, etc., plus les frais d'acquisition. Mais, bien sûr, nous savons que l'immobilisation ne garde pas cette valeur au fil des années. Au fil des années, la valeur de l'immobilisation diminue suite à l'utilisation, suite au temps, tout simplement. Cette diminution est appelée amortissement. Donc, l'amortissement, c'est la description de la valeur annuelle diminution de l'immobilisation. Comment calculons l'amortissement? L'amortissement se calcule de deux manières, soit V0 sur N, soit V0 fois T, avec N, c'est la durée de vie, T, c'est le taux d'amortissement. Donc, maintenant, la valeur comptable nette. La valeur comptable nette, c'est la valeur de l'équipement après l'utilisation. Donc, si vous avez une immobilisation de somme de 200 millions, de 200 000 dinars, et ça, par exemple, durée de vie 5 ans, normalement, elle diminue 40 000 dinars chaque année. Lorsque vous avez utilisé cette machine pendant 2 années, vous devez diminuer de la valeur d'origine, vous devez diminuer 2 fois les 40 000. Donc, la valeur restante, c'est 120 000 dinars, etc. Si vous avez utilisé cette machine 3 années successives, donc vous devez diminuer 3 fois les 40 000 dinars. Donc, c'est pour cela, la valeur comptable nette se calcule, la valeur d'origine, moins les amortissements sur la période que vous avez utilisée, c'est-à-dire donc somme d'amortissement qui se calcule donc durée d'utilisation fois A, puisque si vous avez utilisé la machine une année, donc vous allez diminuer 40 000. Si vous avez utilisé la machine 2 années successives, donc vous allez diminuer 2 fois 40 000, ainsi de suite, 3 fois 40 000, etc. Donc, lorsque on cède une immobilisation, il faut connaître est-ce qu'on a gagné ou on a réalisé une perte. Pour cela, on calcule, c'est ce qu'on appelle le résultat de cession. Donc, le résultat de cession se calcule par la formule prix de cession
moins la valeur comptable nette. Le prix de cession peut être supérieur ou inférieur à la valeur comptable nette. Donc, si supérieur à la valeur comptable nette, le résultat devient positif. Donc, il est appelé plus-value sur cession ou produit net sur cession. S'il est inférieur à 0, il est appelé plutôt moins-value sur cession ou charge nette sur cession. Donc, ce sont toutes les formules nécessaires pour traiter le problème de cession. Donc, si vous avez un équipement cédé, vous devez calculer l'amortissement, la valeur comptable nette à la date de cession et vous devez savoir est-ce que vous avez gagné ou est-ce que vous avez réalisé une perte. La troisième source de financement, c'est bien sûr la valeur acquise des placements. Si vous avez, c'est quoi? Tout d'abord, la valeur acquise d'un placement. Lorsque vous placez une somme d'argent dans une banque ou bourse, etc., donc la banque va vous accorder le montant principal que vous avez placé avec des intérêts. Donc la valeur acquise d'un placement, c'est sa valeur initiale plus la valeur des intérêts. Donc la valeur acquise d'un placement, c'est la valeur apportée par un capital placé pendant une période. Elle comprend deux choses, la valeur acquise. Elle comprend le principal et les intérêts. Trois situations sont possibles. La première situation, que l'entreprise a effectué un seul placement pendant une période, 3 années, 4 années, etc. Donc, le schéma, c'est ainsi. On a placé à la date 0 un capital, c'est 0, et il reste dans l'entreprise, dans la banque plutôt, n période, 5, 6, 3, etc. Donc, normalement, la valeur acquise, c'est C0 fois 1 plus I puissance n. 1 plus I puissance n est appelé table 1. Donc, toujours, si on place une somme, par exemple, j'ai placé 5 000 dinars pendant 3 années successives. 3 années. Donc, je vais obtenir tout simplement les 5 000 fois 1 plus I puissance 3. Si j'ai placé, par exemple, 6 ans, donc je vais obtenir 5 000 fois 1 plus I puissance 6, ainsi de suite. La deuxième situation, c'est placement annuel mais variable. C'est-à-dire, on a placé depuis, par exemple, 5 ans, une somme de 3 000, par la suite, on a placé 4 000, par la suite, on a placé, mais avec le même intervalle régulier. À ce moment, le montant placé est appelé annuité. Le capital placé est appelé annuité. Donc, annuité, c'est le montant versé dans un intervalle de temps régulier. Généralement, c'est une annuité. Dans, la période est une année. Donc, on va prendre le schéma suivant. Donc, on a placé une somme appelée A1 pendant, elle reste N période, par la suite A2, A3, etc., jusqu'à AN. Et voilà la date de récupération. Donc, le dernier placement qui a été effectué, la dernière annuité, elle a resté une année seulement dans la banque. Donc, la valeur acquise devient AN fois 1 plus I puissance 1 ou 1 plus I tout simplement, puisqu'elle a resté une seule année dans la banque. Pour ce capital qui est appelé AN moins 1. Il a resté normalement 2 années dans la banque. Donc, le montant obtenu est appelé, ou ce calcul, à n-1 fois 1 plus i puissance 2. Cette somme, qui est appelée à n-2, elle a resté 3 années. 1, 2, 3. Donc, la valeur acquise, c'est AN moins 2
fois 1 plus i puissance 3. Et ainsi de suite. Donc, jusqu'à la première somme appelée A1. Normalement, cette somme, elle a resté toute cette période avant d'être récupérée. Donc, elle a resté n périodes. Donc, la valeur acquise, c'est égal à 1 fois 1 plus i puissance n. Et tout simplement, on va faire la somme pour obtenir la valeur acquise totale dite Vn. Donc, synthèse, Vn, c'est égal à n fois 1 plus i, c'est la dernière somme, plus a n-1 fois 1 plus i puissance 2, etc. C'est-à-dire, suivant la somme ou la période restante dans la banque, vous devez multiplier fois 1 plus i puissance cette période. C'est donc la deuxième situation. La troisième situation, c'est qu'on a placé des annuités constantes. C'est la même somme, c'est-à-dire on a placé toujours 5 000 dinars, 5 000 dinars, 5 000 dinars. Donc voilà le schéma. J'ai mentionné sur le schéma, non pas A1, A2, A3, mais j'ai mentionné A, puisque toutes les annuités sont constantes. De même, on va analyser la situation comme la situation précédente. Donc, la dernière annuité, elle a été récupérée après une année. Donc, on va obtenir A fois 1 plus I. L'annuité précédente, elle a resté 2 années. Donc, A fois 1 plus C, le même schéma que nous avons déjà traité. Donc, A fois 1 plus I puissance 2. A fois 1 plus I puissance 3 pour la troisième, ainsi de suite jusqu'à la première annuité qui a resté n période, donc A fois 1 plus I puissance n, la somme donc dans la valeur acquise totale, Vn. Donc, Vn, c'est égal à fois 1 plus I, plus A fois 1 plus I puissance 2, plus A fois 1 plus I puissance 3, plus, jusqu'à A fois 1 plus I puissance n. Certes que vous avez remarqué ici, dans cette formule, que A fois 1 plus I se répète toujours dans les écritures. Donc, on peut faire sortir en facteur. Donc, ça devient A fois, entre parenthèses, 1 plus I plus 1 plus I puissance 2 plus 1 plus I puissance 3, ainsi de suite, jusqu'à 1 plus I puissance n. Voilà, j'ai ici mis en facteur A et fois 1 plus I. Cette écriture, c'est la forme d'une suite géométrique. Donc, la somme d'une suite géométrique de raison 1 plus I, donc, ça nous donne cette forme, tout simplement. 1 plus I puissance n moins 1 sur I. Cette formule, on l'appelle table 3. Et en conséquence, la valeur acquise devient A fois table 3 fois 1 plus I. Donc, c'est la synthèse. 1 plus I, c'est table 1. Donc, quand est-ce qu'on peut multiplier fois 1 plus I? Cela dépend de la date de récupération et la date du dernier versement. C'est-à-dire, si le dernier versement reste dans la banque une année avant d'être récupéré, donc vous devez multiplier fois 1 plus I. C'est pour cela que vous dites placement début de période, récupération fin de période. Ou bien, si on a, ou la somme qui a été placée, ou la dernière somme qui a été placée reste 2 années, à ce moment, vous devez multiplier A fois table 3 fois 1 plus I même puissance 2. Et même, elle peut arriver à 1 plus I puissance 3, etc. C'est-à-dire, la dernière somme, selon la période qu'elle a restée dans la banque, si il s'agit d'une année, donc vous devez multiplier fois 1 plus i. Si 2 années, vous devez multiplier fois 1 plus i puissance 2. 3 années fois 1 plus i puissance 3, etc. Donc, généralement, on multiplie a fois table 3 et par la suite fois table 1
suivant la date de récupération et la date du dernier versement. Maintenant, on va traiter les sources de financement externes et on parle de crédit bail et crédit bancaire qui sont pour nous presque la même chose. Pour l'emprunt bancaire, il existe deux modalités de remboursement, soit qu'il soit amortissement constant, soit annuité constante. S'il s'agit d'un emprunt bancaire avec remboursement avec amortissement constant, vous devez calculer l'amortissement. L'amortissement se calcule toujours de la même manière, que ce soit pour une machine ou pour un emprunt bancaire. C'est sa valeur d'origine sur sa durée de remboursement. Mais pour l'équipement, on dit valeur d'origine sur la durée de vie. Si l'emprunt est sa modalité de remboursement annuité constante, vous devez plutôt calculer l'annuité. L'annuité se calcule par la formule V0 fois I sur 1 moins 1 plus I moins N, qui forme table 5. Donc, si on veut calculer l'annuité, il faut multiplier la valeur d'origine de l'emprunt fois table 5. Mais parfois, dans un exercice, il peut vous demander de calculer, il vous donne l'annuité et il vous demande de calculer la valeur de l'emprunt. À ce moment, vous devez utiliser cette formule V0 égale A fois 1 moins 1 plus I moins N sur I qui forme table 4. Donc, V0, c'est égal à fois table 4. On passe maintenant à la deuxième partie que nous avons dit, que c'est le choix d'investissement. Mais avant tout, il faut poser la question, c'est quoi un investissement? Il existe plusieurs définitions du terme investissement. On peut dire que l'investissement, c'est l'acquisition de biens durables, etc. C'est bien, mais ce n'est pas une définition qu'on peut utiliser en finance. En finance, on peut utiliser la formule l'investissement, c'est une dépense actuelle qui génère des flux financiers futurs. C'est-à-dire, vous allez dépenser maintenant pour récupérer des flux financiers, de l'argent, dans le futur. Donc, la définition, investissement, c'est une dépense actuelle qui génère des flux financiers futurs. Par le terme dépense actuelle, on désigne, comme nous avons dit, la dépense initiale ou dite valeur d'origine de l'investissement, appelée coût d'acquisition noté V0. C'est-à-dire la somme que vous allez investir pour faire l'acquisition des machines nécessaires pour votre investissement. Maintenant, c'est quoi les flux financiers futurs? Les flux financiers futurs, tout simplement, je vous dis, ce sont les flux de trésorerie, ou dites les CAF, générés par le projet. Donc, vous allez dépenser maintenant une somme appelée V0. Cette valeur d'origine, cet investissement, il va apporter des CAF après une année, 2 années, 3 années, etc., sur la durée de vie du projet. Vous savez bien sûr calculer la CAF par la formule que nous avons déjà vue. CAF, c'est égal résultat net plus produit encaissable moins plus charge non décaissable moins produit non encaissable. Si on réalise un projet, il existe des valeurs négligeables, comme les produits encaissables. Nous avons vu que les produits encaissables, ce sont les charges nettes sur cession, ce sont les produits nets sur cession et ce sont les reprises sur remboursement. Ces valeurs sont négligeables lorsque vous faites un projet. Donc, c'est zéro. Et les charges non décaissables, qui sont formées par charge nette sur cession et la dotation aux amortissements, la charge nette sur cession aussi est négligeable. Mais malheureusement, on ne peut pas négliger l'amortissement, car l'amortissement, c'est une valeur importante. Donc,
les produits non encaissables 0 et les charges non décaissables ne comprennent que l'amortissement. La formule de la CAF devient CAF égale résultat net plus la dotation aux amortissements. Donc, pour calculer la CAF, il faut calculer quoi? Il faut calculer le résultat. Et nous savons que toujours, le résultat se calcule par la formule produit moins charge. Lorsque vous faites un projet, c'est quoi les produits? Les produits, ce sont les chiffres d'affaires, les ventes, c'est-à-dire, puisque les ventes, c'est classe 7, sont enregistrées dans la classe 7, ou la classe 7, c'est produits. Donc, les produits, ce sont les ventes, c'est-à-dire les chiffres d'affaires réalisés par le projet au fil des années du projet. Et les charges, il existe deux types de charges. Il existe des charges décaissables qui sont appelées des dépenses. Donc, lorsqu'une entreprise réalise un investissement, donc elle va apporter un chiffre d'affaires nécessairement, mais elle va dépenser plus de frais d'électricité, plus de des salaires, plus de coûts d'achat de matières premières, etc., qui sont appelés des dépenses d'exploitation. Mais ces dépenses d'exploitation qui sont des charges décaissables, il faut retrancher aussi les charges non décaissables. Produit, comme nous avons dit, moins charge, ça nous donne le résultat. Mais on dit résultat avant impôt. Pourquoi? Car nous savons déjà que à la fin de chaque exercice, lorsque l'entreprise gagne une somme d'argent sous forme de résultat, elle doit accorder de l'impôt à l'État. L'impôt est à l'ordre de 25%. Donc, c'est pour cela qu'il faut retrancher aussi l'impôt pour obtenir le résultat net d'impôt. On revient un peu en arrière. Nous avons déjà dit que la CAF, c'est résultat net plus l'amortissement. Donc, pour arriver à calculer la CAF, il faut tout simplement ajouter l'amortissement pour obtenir la CAF. Donc, c'est le tableau qui permet de calculer les flux de trésorerie ou dites la CAF pour chaque projet et pour chaque année. Nous avons dit que l'investissement, c'est une dépense actuelle qui génère des CAF futurs, donc plusieurs valeurs. Donc, on peut schématiser notre définition de la manière suivante. Voilà le schéma. Donc, moins I0 à la date 0, c'est clair. Mais ce projet, il va apporter CAF 1 après une année, CAF 2 après 2 années, CAF 3, etc., jusqu'à la fin du projet. Mais faites attention, à la fin du projet, vous pouvez vendre votre équipement et obtenir une valeur appelée valeur résiduelle. Donc, la valeur résiduelle est généralement la VCN, la valeur restante de l'équipement. Pour simplifier les choses, on dit que c'est le prix de cession de votre machine à la fin de la durée du projet. Donc, c'est-à-dire, vous aurez la somme de CAF chaque année, mais à la fin du projet, vous allez céder votre équipement et vous allez obtenir le prix de cession appelé valeur résiduelle. Donc, nous avons ici des flux entrants, des sommes, des excédents qui vont entrer à l'entreprise. Par contre, ici, c'est flux sortant. Quand est-ce qu'on peut dire que notre projet est rentable? Lorsque les CAF, les flux entrants, dépassent les flux sortants. À ce moment, on peut dire que notre projet est rentable. Mais faites attention, les flux futurs doivent être actualisés, car il existe des inflations, etc. Donc, on ne peut pas comparer deux flux à deux dates différentes. Il faut neutraliser, il faut éliminer l'effet de l'inflation par le terme actualisation. Donc, on va essayer d'actualiser CAF 1
par cette formule, CAF 1 fois 1 plus I moins 1. On a fait diviser CAF 1 fois 1 sur 1 plus I, ou tout simplement, on a multiplié fois 1 plus I moins 1, c'est la même chose. CAF 2, pour revenir en arrière, donc on doit multiplier fois 1 plus I puissance moins 2. CAF 3, son actualisation donne CAF 3 fois 1 plus I moins 3, puisque on va revenir 3 années en arrière. Ainsi de suite jusqu'à la dernière somme, donc CAF n fois 1 plus I puissance, j'ai mentionné ici 5, mais n, moins n, plus la valeur résiduelle, bien sûr, fois 1 plus I moins n. Ici n, hein? Donc, CAF n et 1 plus I moins n, on a pris 5 années de projet, par exemple. Donc, la somme, ça donne la valeur actualisée nette, VAN, c'est égal. Donc, somme des flux entrants, mais il faut les actualiser, car ce sont des flux futurs, moins les flux sortants, ou le flux sortant, puisque le flux sortant, c'est I0. À ce moment, on obtient, c'est ce qu'on appelle la valeur actualisée nette. C'est clair? Donc, la valeur actualisée nette, c'est la somme de toutes ces valeurs après leur actualisation, moins la valeur initiale de l'investissement. Donc, VAN, c'est égal CAF 1 fois 1 plus I moins 1, plus CAF 2 fois 1 plus I moins 2, plus CAF 3 fois 1 plus I moins 3, ainsi de suite jusqu'à CAF N fois 1 plus I moins N. On ajoute aussi la valeur résiduelle fois 1 plus I moins N et on retranche I0. Donc, formule de synthèse, la VAN, c'est la somme des CAF actualisés plus la valeur résiduelle actualisée, puisque ce sont des flux entrants, mais ils sont actualisés, comme nous avons dit, car ce sont des flux futurs, moins I0. I0 ne nécessite pas actualisation, car c'est déjà à la date 0, c'est-à-dire déjà à la date actuelle. Donc, vous avez vu aussi si les CAF sont constantes. Donc, cette formule, CAF fois 1 plus I moins 1, je ne vais pas, c'est comme l'exemple de placement, je ne vais pas écrire CAF 1, CAF 2, etc. Je vais mentionner CAF, 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 c'est la même valeur, donc CAF fois 1 plus I moins 1, plus CAF fois 1 plus I moins 2, plus CAF fois 1 plus I moins 3, ainsi de suite, jusqu'à CAF fois 1 plus I moins 1, plus la valeur résiduelle fois 1 plus I moins 1, moins I0. Bien sûr, vous remarquez que le terme CAF se répète. Donc, on peut le faire sortir en facteur. Donc, ça nous donne CAF fois 1 plus I moins 1 plus 1 plus I moins 2 plus 1 plus I moins 3, ainsi de suite, jusqu'à 1 plus I moins n. Plus, bien sûr, la valeur résiduelle fois 1 plus I moins n moins I0. La somme ici, 1 plus I moins 1 jusqu'à 1 plus I moins n, c'est une forme d'une suite géométrique qui peut donner cette somme 1 moins 1 plus I moins n sur I. Cette somme est appelée tout simplement table 4. Donc, la formule de la vanne devient CAF fois 1 plus I fois 1 moins 1 plus I moins n sur I, plus la valeur résiduelle fois 1 plus I moins n, moins I0, c'est-à-dire CAF fois table 4 plus valeur résiduelle fois 1 plus I moins n moins I0. Donc, voilà. Donc, cette somme, CAF fois table 4, ça résume toute cette valeur. Hein, allant de, pardon, c'est pas ça. Voilà, de cette valeur.
Hein. Donc, la somme de toutes ces valeurs, ça donne, pardon, voilà, ça donne CAF fois table 4. Donc, commentaire, puisque la vanne, c'est les flux entrants, c'est les sommes entrants moins les flux sortants. Donc, si les flux entrants qui sont déjà actualisés dépassent, c'est-à-dire l'entreprise, elle a encaissé, par exemple, après l'actualisation, après la neutralisation de l'effet de l'inflation, etc., elle a obtenu une somme de, par exemple, 2 millions de dinars, mais elle a dépensé 1 million 500. Donc, à ce moment, on peut dire que ça va, le projet est rentable. C'est-à-dire, lorsque la vanne est supérieure à 0, on peut dire que le projet est rentable. Et si vous avez deux projets, projet A et projet B, et il s'agit de faire la comparaison, si la vanne de projet A est supérieure à la vanne de projet B, vous pouvez dire que le projet A est plus rentable que le projet B. C'est tout simplement les formules de synthèse au niveau du choix d'investissement. Mais le choix d'investissement ne dépend pas tout simplement de la rentabilité de calcul de la vanne, il dépend aussi de calcul de délai de récupération. C'est quoi le délai de récupération? C'est tout simplement le délai nécessaire pour récupérer la somme que vous avez dépensée à la date 0, I0. C'est-à-dire, vous allez faire un tableau. Donc, voilà, petit b, délai de récupération des capitaux investis. Donc, vous allez enregistrer sur ce tableau les flux de trésorerie de chaque année, CAF 1, CAF 2, CAF 3, CAF N, etc. Mais à la fin de la période, vous devez bien sûr enregistrer CAF N plus la valeur résiduelle, car vous allez encaisser chaque année une somme appelée CAF, mais à la fin du projet, vous pouvez vendre votre équipement et enregistrer aussi, en plus, la valeur résiduelle. Donc, vous allez faire le cumul, c'est-à-dire vous allez faire la somme, c'est-à-dire la première année, pardon, la première année CAF 1, la deuxième année, vous allez faire la somme, CAF 1 plus CAF 2, ainsi de suite, CAF 1 plus CAF 2 plus CAF 3, etc., etc., jusqu'à la fin du projet. Et vous allez chercher dans ce tableau où est-ce que vous pouvez récupérer la somme initiale notée I0, par exemple, au niveau de la troisième année, etc. Donc, vous pouvez dire que le nombre des années, c'est 2 ans et non pas 3, parce que pendant la troisième année, c'est le nombre de mois, car vous pouvez dépasser la somme que vous avez dépensée déjà. Donc, vous devez appliquer cette formule. DRC égale P1 et I0 moins flux net de trésorerie cumulé P fois 12 sur flux net de trésorerie P plus 1, bien sûr, ici les années et ici les mois. Lorsque vous allez trouver le nombre des mois par le virgule, vous devez retrancher le nombre de mois, écrire et par la suite retrancher le nombre de mois et multiplier fois 30 pour calculer le nombre de jours. Pour simplifier aussi, si les CAF constantes, vous pouvez travailler de cette manière, mais le plus simple, c'est d'appliquer la formule DRCI égale I0 sur CAF. Voilà. Donc, pour choisir un investissement, il s'agit de calculer sa vanne par la formule somme des CAF actualisées plus valeur résiduelle actualisée moins I0. Si la CAF est constante, il ne s'agit pas d'actualiser les CAF par CAF. Il s'agit tout simplement, par la suite, vous faites la somme, il s'agit tout simplement de multiplier CAF fois table 4 pour obtenir directement la somme.
C'est simple. De même, pour le calcul de délai de récupération, délai nécessaire pour récupérer la somme initiale, vous devez faire ou tracer ce tableau de flux de trésorerie et flux de trésorerie cumulé et chercher quand est-ce que vous pouvez récupérer la somme initiale. Donc, vous devez appliquer DRC égale P1 et I0 moins flux net cumulé P sur flux net P plus 1 fois 12 mois. Et si, donc, comme j'ai dit, les CAF sont constantes, vous pouvez tout simplement diviser I0 sur CAF. La troisième partie du cycle d'investissement, c'est le choix du mode de financement. Bien sûr, vous avez vu normalement qu'il existe principalement 3 modes de financement. Soit 100% fonds propres, soit une partie fonds propres, une partie emprunt, soit toute la somme empruntée. Donc, 3 modes de financement sont possibles. Financement intégral interne, c'est-à-dire toute la somme de l'investissement est une source interne, donc 100% fonds propres. La deuxième, c'est financement mixte, partie emprunt et partie fonds propres. Et la troisième, financement intégral externe, par emprunt ou par crédit bail. Mais généralement, vous dites que c'est l'exemple du crédit bail. Normalement, quand est-ce qu'on peut, si vous avez 3 modes ici, vous allez choisir. Comment vous allez choisir normalement? Vous devez calculer, c'est ce qu'on appelle le coût de financement. Donc, pour juger la rentabilité d'un projet, on calcule l'aval, mais pour juger le mode de financement, vous devez calculer le coût de financement. Donc, si vous avez 3 modes ou 2 modes et c'est à vous de choisir, vous devez calculer le coût net de financement. Le coût net de financement se calcule par cette formule. Coût net de financement, c'est égal somme des flux nets de trésorerie actualisés. Mais les flux nets de trésorerie se calculent à travers un tableau. C'est la différence entre les encaissements, toujours, et les décaissements, mais ce n'est pas la même chose pour les flux de la CAF. On va essayer de prendre les flux de trésorerie qui sont liés au mode de financement. Donc, normalement, si vous avez travaillé des exercices pour le choix du mode de financement, si vous avez un emprunt, donc vous devez normalement tracer un tableau d'emprunt. Mais pour calculer le coût de financement, vous aurez ce tableau. Voilà. Ce tableau, on peut le subdiviser en 3 parties. La partie de décaissement, la partie des encaissements et la partie pour calculer les flux de trésorerie. Les décaissements, il faut lire pour remplir. Donc, tout d'abord, nous avons le coût de l'investissement. C'est quoi le coût de l'investissement? C'est la somme de l'investissement que vous avez dépensé. C'est la somme, puisqu'on parle de décaissement. Vous allez décaisser la somme ou le coût de l'investissement. Quand est-ce que vous allez décaisser la somme de l'investissement I0? Vous allez dépenser après une année du projet? Non, c'est à la date 0. Avant de commencer le projet, vous devez avoir la machine. Donc, vous devez acquérir la machine. Donc, I0 à la date 0, vous devez mentionner ça. Si vous avez obtenu un emprunt, donc normalement, avec le décaissement de la valeur d'origine de l'investissement, vous allez décaisser aussi les intérêts. Donc, les intérêts, vous allez prendre le tableau de l'emprunt bancaire, bien sûr, vous allez décaisser plutôt I1. Ce n'est pas lorsque vous allez obtenir l'intérêt, c'est un intérêt à l'avance, mais vous étudiez l'intérêt
il sera réglé à la fin de la période, c'est-à-dire le premier intérêt plutôt, il sera réglé après une année. Donc, vous devez recopier l'intérêt ici après une année. Deuxième intérêt doit être réglé après 2 années. Troisième intérêt, 3 années. Énième intérêt au niveau de la énième période. Donc, tout simplement, qu'est-ce que nous avons fait ici? Nous avons recopié ces intérêts qui forment une colonne. Nous avons recopié, mais en forme de ligne. Maintenant, vous allez, pour l'emprunt bancaire, non pas décaisser seulement les intérêts, mais aussi décaisser le montant principal de l'emprunt. On désigne par le montant principal les amortissements. Donc, vous allez, bien sûr, dans votre tableau d'emprunt, vous avez déjà les amortissements déjà calculés. Donc, vous allez recopier le premier amortissement qui sera payé non pas à la date 0, non pas à la date de l'obtention de l'emprunt, mais après une année. Il sera réglé à la fin de la période, donc A1. De même, le deuxième amortissement, il sera réglé après 2 années, ainsi de suite jusqu'à la énième période. Maintenant, on a terminé le bloc des décaissements. Donc, il s'agit de faire la somme de toutes les colonnes, de chaque colonne. Donc, la première colonne, la somme, c'est I0, bien sûr. La deuxième colonne, la somme I1 plus A1, l'intérêt plus l'amortissement, qu'est-ce qu'il nous donne? Ça nous donne les annuités. Donc, annuité 1. Intérêt 2 plus amortissement 2, ça nous donne annuité 2, ainsi de suite jusqu'à la dernière annuité N. Bien sûr, certes que vous avez remarqué que ici, nous avons recopié déjà les intérêts ici, nous avons déjà recopié les amortissements ici, et les intérêts et les amortissements, ça nous donne les annuités. Nous avons ici dans le tableau de remboursement de l'emprunt bancaire, les annuités, donc presque on a recopié aussi les annuités. Donc, les 3 colonnes du tableau de remboursement de l'emprunt bancaire, ils sont recopiés sur le tableau des flux nets de trésorerie qui permet de calculer le coût de financement. On va passer maintenant au bloc des encaissements. Et on va parler de l'emprunt bancaire. Où est-elle la valeur de l'emprunt bancaire? Normalement, elle est appelée V0. La V0, c'est obtenue à partir du tableau de remboursement de l'emprunt bancaire. Et par la suite, puisqu'on parle de l'encaissement, on va encaisser aussi la valeur résiduelle, puisque nous avons dit que la valeur résiduelle, c'est presque le prix de cession de votre équipement. Mais quand est-ce que vous allez céder votre équipement? Est-ce qu'à la date 0? Est-ce qu'à la date, après une année, vous allez céder votre machine? Donc, avec quelle machine vous allez travailler? Donc, vous allez céder votre machine à la fin de la durée du projet. Donc, vous allez écrire votre valeur résiduelle à la fin de la durée du projet. Aussi, nous avons l'économie d'impôt sur amortissement. Je parle bien de l'amortissement de la machine, car l'amortissement de la machine, c'est une charge. Et les charges diminuent toujours le calcul ou la valeur de résultat. Et donc, ils vont faire gagner l'entreprise des intérêts. C'est ce qu'on appelle économie d'impôt sur amortissement. Donc, l'entreprise, chaque année, elle a une somme A, notée A, amortissement. Chaque année, elle va gagner amortissement fois 0,25. Donc, premier amortissement, bien sûr, le gain de l'impôt, ça ne se fait pas à la date 0, c'est à la date 1. Donc, A fois 0,25. Deuxième amortissement, il peut faire gagner l'entreprise aussi A fois 0,25, ainsi de suite, jusqu'à la fin du projet. Puisque l'amortissement, donc, c'est une charge, donc il a fait gagner l'entreprise une économie d'impôt, de l'impôt. Aussi, les intérêts, ce sont des charges financières. Donc, ils vont faire gagner l'entreprise l'impôt, c'est-à-dire ils vont diminuer les résultats
et par la suite, l'entreprise, elle va payer moins d'impôts à l'État. Donc, bien sûr, nous avons déjà l'intérêt. L'intérêt pour la première année noté est 1. Donc, l'entreprise va gagner l'intérêt fois 0,25 puisque le taux d'impôt toujours c'est 25%. Donc, I1 fois 0,25, l'intérêt deuxième intérêt I2 fois 0,25, ainsi de suite jusqu'à IN fois 0,25. On a terminé le bloc des encaissements. Donc, il s'agit de faire la somme. Donc, la somme de la première colonne, ça nous donne I0, pardon, V0. Faute de frappe ici, V0, non pas I0. Ici, ça donne cette valeur, A fois 0,25 plus I1 fois 0,25. Je vais écrire E1. A1 fois 0,25, I2 fois 0,25. Je vais écrire E2, ainsi de suite, jusqu'à EN. Encaissement, encaissement. Donc, nous avons terminé les encaissements et les décaissements pour chaque année. Donc, on va essayer de calculer le flux net de trésorerie. Donc, ça nous donne V0, comme j'ai dit ici, c'est une faute de frappe. V0 moins I0, ça nous donne flux de trésorerie 0. De même, encaissement 1 moins décaissement 1, qui c'est l'annuité. Donc, ça nous donne flux de trésorerie 1, flux de trésorerie 2, flux de trésorerie 3, etc. jusqu'à flux de trésorerie N. Nous avons ici, pour ces flux, il existe un flux actuel et des flux futurs. Et nous avons dit qu'on ne peut pas toujours faire la somme ou la différence entre deux flux dans deux dates différentes. Il faut toujours les flux futurs, il faut les actualiser. Et les actualiser par quelle table? Il faut les actualiser par table 2 puisqu'il s'agit d'actualiser une valeur par une valeur. Donc, puisque le flux FNT0, flux à la date 0, c'est-à-dire à la date actuelle, il ne nécessite pas d'actualisation, c'est déjà à la date actuelle, ou c'est 1 plus i puissance 0, puisque 1 plus i puissance 0, ça nous donne 1. Flux de trésorerie à la date 1, c'est-à-dire vous avez un flux de trésorerie, mais après une année. Donc, il faut actualiser, donc il faut multiplier fois 1 plus i moins 1. De même, flux de trésorerie 2, puisqu'il faut faire revenir 2 ans, donc il faut multiplier fois 1 plus i moins 2, ainsi de suite jusqu'à 1 plus i moins z. Donc, voilà. Donc, FNT0 fois 1 fois, ça nous donne FNT0. FNT1 fois 1 plus i moins 1, ça donne le flux fois 1 plus i moins 1, le flux fois 1 plus i moins 2, ainsi de suite jusqu'à le flux fois 1 plus i moins z. Par la suite, donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut calculer le coût de financement. C'est quoi le coût de financement dans ce tableau? C'est tout simplement, je vous dis, c'est la somme. Donc, vous faites la somme de toutes ces valeurs pour obtenir, c'est ce qu'on appelle le coût net de financement. Mais vous allez obtenir un flux avec une valeur négative. Donc, vous devez mettre la valeur absolue de ce flux, puisque vous allez... pourquoi il est négatif? Parce que c'est une dépense, c'est clair. Et puisque vous avez dit que c'est un coût, c'est-à-dire que l'entreprise ou l'investissement, il a coûté, je ne peux pas dire l'investissement a coûté moins 200 000 dinars, mais je peux dire que l'investissement a coûté 200 000 dinars. C'est pour cela qu'on écrit la valeur absolue et non pas la valeur avec sa signe moins. Mais faites attention. Ici, remboursement du principal, faites attention, c'est toujours l'amortissement de l'emprunt, à ne pas oublier. Mais ici, l'économie d'impôt sur amortissement, ce n'est pas l'amortissement de l'emprunt, c'est l'amortissement de la machine. C'est pour cela ici, dans le tableau que vous avez déjà devant vous, tout ce qui est mentionné en noir, ça concerne la machine, ça ne concerne pas l'emprunt. Ce qui concerne l'emprunt ici, c'est ce qui est en couleur, c'est-à-dire les intérêts, les amortissements, les annuités, la B0, ça concerne un emprunt. Mais les valeurs ici, hein, I0, valeur résiduelle, A fois 0,25, ça concerne la machine. Et pour, bien sûr, l'actualisation, il s'agit de recopier
table 2. Donc, c'est ce qu'il faut savoir au niveau du cycle d'investissement. Donc, les sources, choix d'investissement, choix du mode de financement. Mais souvent, les élèves font confusion dans l'utilisation des tables. Toujours, hein, les tables financières posent des problèmes pour les élèves. Pour cela, dans ce qui suit, on va essayer de synthétiser ou résumer l'utilisation des tables financières. Donc, synthèse des tables financières. Table financière, c'est un tableau qui comprend 5 colonnes. Chaque colonne, on l'appelle table. Table 1, la formule 1 plus i puissance n. Table 2, la formule 1 plus i puissance moins n. Table 3, 1 plus i puissance n moins 1 sur i. Table 4, 1 moins 1 plus i puissance moins n sur i. Et table 5, 1 moins 1 plus i moins 1. La formule est inversée. Donc, cette formule est inversée. Normalement, i sur 1 moins 1 plus i moins n. Donc, je vais corriger. Ignorer. Pardon. Voilà. Voilà. Donc, i sur 1 moins 1 plus i moins n. Mais avant de connaître comment utiliser les tables, il faut connaître que nous avons vu les placements. Les placements, vous avez une somme dans le passé et vous cherchez à connaître la valeur acquise qui est une valeur dans le futur. Donc, la puissance, à ce moment, c'est une puissance positive. Mais lorsque vous avez effectué l'actualisation, vous avez un flux futur et vous avez revenu en arrière pour connaître sa valeur actuelle, pour actualiser. Donc, c'est l'actualisation. Certes que vous avez remarqué que la puissance est négative. Donc, si le déplacement s'effectue du passé vers l'avenir, donc la puissance est positive, c'est le cas de la capitalisation, la valeur acquise déplacement. Ici, on revient en arrière, on a un flux futur, on veut connaître sa valeur à la date 0, donc à ce moment, on fait, la puissance est négative, c'est l'exemple de l'actualisation. Si on examine bien notre table financière, on va trouver que table 1 et table 3 qui possèdent des puissances positives. N, regardez ici, 1 plus i puissance n, ici 1 plus i puissance n. Donc, table 1, on l'utilise, comme nous avons vu normalement, pour le cas d'un seul placement ou plusieurs placements, mais vous allez faire la somme, effectuer, rechercher la valeur acquise de chaque placement. Par la suite, vous allez faire la somme, si vous avez plusieurs. Mais généralement, donc, c'est valeur par valeur. Pour table 3, donc, la puissance positive, donc, ça concerne aussi les placements, mais ça nous donne tout simplement la somme de plusieurs placements lorsqu'ils sont constantes. Si, par contre, la puissance est négative, comme l'exemple d'actualisation, au niveau de la vanne, au niveau du coût de financement, donc, au niveau du coût de financement, si on va effectuer l'actualisation flux par flux, on va utiliser table 2. Donc, il s'agit pour un seul flux de trésorerie, donc connaître la valeur actuelle, sa valeur actuelle. Mais si vous avez plusieurs flux avec une valeur constante et vous cherchez à connaître la somme sans effectuer l'actualisation flux par flux, vous devez multiplier fois table 4. Donc, table 4, ça nous donne la somme de plusieurs flux de trésorerie constantes. Donc, 1 et 3, ça concerne les placements. 1, vous utilisez lorsque
vous faites l'actualisation d'un seul flux, d'un seul placement. Et table 3, lorsque vous cherchez à connaître la somme de plusieurs placements constants, plusieurs flux constants. Donc, vous avez un flux dans le passé, vous devez connaître sa valeur dans le futur. Pour l'actualisation, c'est la même chose. Donc, si vous allez effectuer l'actualisation flux par flux, donc vous devez utiliser table 2. Si vous avez des flux constants, vous devez et vous cherchez à connaître la somme, je répète, table 3 et table 4, ça donne la somme, ce n'est pas un seul flux. Donc, vous devez utiliser table 4. Mais nous avons vu aussi que table 4 et table 5 est aussi utilisée pour l'emprunt bancaire. Lorsqu'il s'agit d'un mode de remboursement annuité constante, on utilise bien sûr table 5 lorsqu'il s'agit de calculer l'annuité. Donc, annuité égale V0 fois table 5. Et aussi, on utilise table 4 lorsqu'il s'agit de calculer la valeur de l'emprunt, comme nous avons vu au début de la séance, des sources de financement, des sources externes. Nous avons dit que parfois, dans votre exercice, il peut vous poser la question de calculer l'annuité ou calculer la valeur de l'emprunt. Donc, si vous demande de calculer l'annuité à ce moment, donc il vous donne la valeur de l'emprunt, vous devez multiplier fois table 5. Sinon, s'il vous donne l'annuité et vous demande de calculer la valeur d'origine de l'emprunt bancaire, vous devez multiplier fois table 4. Donc, c'est le schéma de synthèse des tables financières. Maintenant, on va passer au cycle d'exploitation. Comme le cycle d'investissement, nous avons étudié les besoins et les ressources de financement. Au niveau du cycle d'exploitation, c'est la même chose. On va étudier les besoins et les ressources du cycle d'exploitation. Donc, le cycle d'exploitation, c'est quoi? L'exploitation est différente de l'investissement. L'investissement, c'est une acquisition d'un bien durable. L'investissement, c'est une acquisition qui se fait une fois pendant 10 ans ou 5 ans, etc. Mais les opérations d'exploitation, ce sont des opérations courantes, répétitives, qui se répètent plusieurs fois pendant une année. Donc, le cycle d'exploitation formé par les opérations courantes et répétitives de l'entreprise. Bien sûr, nous avons deux types d'entreprises, entreprise commerciale et entreprise industrielle. Pour les entreprises commerciales, les principales activités ou les activités de base d'une entreprise commerciale, c'est l'achat et la vente. Donc, c'est pour cela le cycle d'exploitation est formé par les opérations d'achat et de vente. Mais lorsque vous achetez, vous devez régler. Donc, j'ai ici mentionné le terme règlement en rouge. Et lorsque vous allez réaliser une vente, les clients, ils vont régler aussi. Donc, j'ai mentionné le règlement des clients par la couleur verte. Donc, la différence entre la date d'achat et la date de vente, c'est-à-dire la marchandise, elle a entré dans les magasins de l'entreprise à la date d'achat et elle n'a quitté les magasins qu'à la date de vente. Donc, c'est une durée de stockage des marchandises. Lorsque vous avez vendu votre marchandise à une date, le client n'a pas réglé au comptant, mais après une autre date. Donc, c'est les délais que vous avez accordés aux clients pour régler leurs créances. Donc, durée de créance client. Pour durée de stockage et durée de créance client, on les appelle besoins d'exploitation. Alors que lorsque vous achetez de la marchandise, aussi, vous pouvez régler à une date ultérieure. La différence entre la date d'achat et la date de règlement, ça nous donne la durée de la dette fournisseur. J'ai mentionné la durée de dette fournisseur en rouge car c'est une ressource d'exploitation. Ça nous rappelle le bilan. Si vous vous rappelez bien le bilan, le stock et le créance client, c'est emploi et l'emploi, c'est un besoin.
alors que le fournisseur, c'est une ressource. Certes, que vous pouvez remarquer ici que la durée besoin est un peu longue, alors que la durée de ressource est courte. Il existe une différence entre les besoins dépassent les ressources. La différence, normalement, elle va porter le nom du besoin et non pas des ressources. Donc, la différence est appelée besoin enfant de roulement. Donc, cette durée, c'est la durée totale qui se calcule stock plus créance, ou on dit hein, la durée des besoins, moins la durée des ressources, durée de la dette fournie fournisseur. C'est la même formule que vous utilisez dans un bilan. Aussi, on peut dire que le BFR, c'est la différence entre ces deux dates. Date verte, date des encaissements, et date rouge, date des décaissements. Donc voilà, le BFR, c'est besoin d'exploitation moins ressources d'exploitation. Pour l'entreprise industrielle, le cycle est un peu différent, mais ce n'est pas une grande différence. Mais il existe plus de durée, tout simplement. Voilà le cycle d'exploitation d'une entreprise industrielle. Donc, elle va acheter de la matière première et non pas de la marchandise. Elle va essayer de fabriquer, elle va stocker, donc achat de matière première, stockage, fabrication, stockage du produit fini, par la suite vente. Et lorsque vous allez vendre plutôt votre produit fini, le client, il ne va pas régler au comptant, mais à crédit. Donc, durée de créance. Mais là, on a durée de stockage de la matière première, durée de fabrication, durée de stockage de produits finis, durée des créances clients. De la même, j'ai mentionné ces trois durées par la couleur verte car ils forment les besoins d'exploitation. Alors que la durée de la dette fournisseur, elle est mentionnée en rouge car elle forme la durée des ressources. Et si on veut calculer la différence entre date des décaissements et date d'encaissement, c'est clair. Donc, il s'agit de faire la somme de toutes les durées vertes, moins cette durée, comme exactement le cycle comme on a effectué pour le cycle d'exploitation d'une entreprise commerciale. Bien sûr, la différence, ça nous donne le B, c'est-à-dire besoin, BFR. Car la somme des besoins dépasse la somme des ressources. Donc, la formule de base du BFR, c'est besoin d'exploitation moins ressources d'exploitation. Mais généralement, on parle toujours d'un besoin en valeur de dinars. Mais ici, dans ce schéma, on parle de BFR, par exemple, égal 40 jours de chiffre d'affaires hors taxe. 30 jours de chiffre d'affaires hors taxe. C'est-à-dire, on évalue les besoins par les jours de travail de notre entreprise. Parfois, vous dites, par exemple, à votre père, j'ai besoin de, par exemple, 1000 dinars pour acheter un portable. Votre père vous dit, votre 1000 dinars que vous avez besoin, c'est pour moi 50 jours de travail. Donc, c'est la même pour l'entreprise. Elle évalue son besoin par le nombre de jours de travail. C'est pour cela que vous pouvez calculer le BFR en valeur, c'est le BFR en jour, fois le chiffre d'affaires hors taxe par jour. Puisqu'il s'agit d'un besoin, donc l'entreprise et la gestion financière, toujours, elle cherche, lorsque nous avons un besoin, elle cherche les sources de financement. Donc, c'est pour cela on va passer à l'étude des sources de financement. Mais cette fois-ci, des sources de financement de l'activité d'exploitation. Donc, bien sûr, qu'est-ce qu'on va financer? On va financer le besoin enfant de roulement. Il est appelé besoin déjà enfant de roulement. Et vous avez vu en troisième année, au début de la quatrième année, que le besoin en fonds de roulement, il est appelé besoin en fonds de roulement car on va utiliser le fonds de roulement pour
le financer déjà. Donc, c'est-à-dire que les sources de financement, il existe des sources durables et des sources non durables. Les sources durables, vous allez utiliser le fonds de roulement. Il est appelé déjà besoin du fonds de roulement. Donc, vous allez utiliser le fonds de roulement. Donc, vous allez utiliser une source durable pour financer un besoin non durable, puisque c'est une somme restante de l'activité d'investissement. Mais les sources non durables, bien sûr, normalement, vous avez vu le découvert bancaire et l'escompte commercial. La question qui se pose, c'est quoi le découvert bancaire? C'est quoi l'escompte commercial? Donc, le découvert bancaire, c'est, bien sûr, pardon, le découvert bancaire, c'est un solde débiteur du compte bancaire, c'est-à-dire vous n'avez pas de solde, vous n'avez pas de provision dans votre compte et vous allez retirer. Donc, la banque, c'est comme elle vous accorde un crédit, mais à court terme. L'escompte commercial, vous avez un titre de créance qui nécessite un délai avant d'être récupéré. Donc, vous pouvez vendre cet effet à la banque et donc la banque, c'est comme elle vous accorde un crédit en fait. Donc, on les traite ensemble, on les traite de la même manière. Donc, pour choisir ces deux modes de financement, il est nécessaire de calculer et comparer le coût de financement. Comme nous avons vu les modes de financement au niveau du cycle d'investissement, fonds propres, emprunt, etc. Ici, au niveau de l'activité d'exploitation, il s'agit de comparer. Si vous avez hésité entre deux modes de financement, qui est le découvert bancaire et le compte commercial, vous devez calculer, c'est ce qu'on appelle le coût, et vous devez choisir le moins coûteux. Le coût se calcule pour le coût de découvert intérêt plus commission, alors que pour l'escompte se calcule escompte plus commission. Je répète toujours que l'escompte, c'est un intérêt. C'est comme se calcule l'intérêt. C'est un intérêt, mais avec un nom différent, tout simplement. Comment calculons l'intérêt? L'intérêt se calcule découvert fois T fois M sur 1200. Comment calculer dans l'escompte? Valeur nominale fois T fois N sur 36 000. N, c'est le nombre de jours. M, c'est le nombre de mois. Donc, avec M, c'est le nombre de mois et N, c'est le nombre de jours. Ce sont les deux formules principales de calcul de coût, pas de tableau, pas d'actualisation car il s'agit d'un financement à court terme, etc. Mais vous avez besoin aussi de calculer parfois l'agio, parfois, etc. Donc, c'est quoi l'agio? Tout simplement, c'est le montant retranché par la banque. Il est appelé agio. Comment se calcule l'agio? C'est comme le coût, mais le coût, il ne comprend pas de TVA, tout simplement. Donc, il faut ajouter la TVA. Mais la TVA se calcule sur la commission et non pas sur les intérêts ou sur les escomptes. Donc, c'est pour cela, l'agio, c'est l'escompte plus la commission TTC, c'est-à-dire escompte plus commission fois 1,19. Le montant accordé par la banque après la négociation des effets est appelé net escompte ou prix de rachat. Donc, net escompte, valeur nominale, moins agio. Donc, c'est ce qu'il faut apprendre ou comprendre au niveau de la première partie du chapitre de la gestion financière. Donc, je vous dis maintenant au revoir et à la prochaine fois, on va essayer de traiter le reste de cette manière. Donc, on est arrivé à terminer la première partie du chapitre de la gestion financière afin de vous aider dans votre préparation à l'examen du baccalauréat pendant la période de confinement sanitaire. À cette occasion, je vous souhaite une bonne révision et restez à la maison. Je vous souhaite la réussite et une vie pleine de santé, de joie, de succès et que Dieu soit avec vous. Au revoir.